je m'appelle Loïc Schneider, je viens de Nancy et je suis plutôt engagé par rapport à la lutte sur Bure et puis aussi dans la lutte un petit peu altermondialiste, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé au G20 à Hambourg. Alors en fait moi au tout début, parce que je viens pas forcément d'un milieu militant de base, dans ma famille on est plutôt issu du protestantisme, un peu conservateur ou milieu centre. Et moi c'était sur internet, je regardais des informations un petit peu. Après j'avais entendu un peu parler du mouvement Anonymous qui m'intéressait au niveau des libertés sur internet. Et donc je me suis engagé sans avoir beaucoup de connaissances, mais en écrivant des textes, en faisant des vidéos, des montages vidéo. Il y avait une chaîne YouTube qui avait quand même atteint 40 000 abonnés. Et c'est la chaîne Anonymous de France. Et donc je faisais ces vidéos-là, et puis petit à petit je faisais des vidéos par rapport aux opérations qu'Anonymous faisait. Et donc je me suis retrouvé petit à petit à être en contact avec les personnes qui faisaient plus des actions. Et là on avait lancé une opération qui s'appelait Opération GP2I avec plusieurs autres personnes. Opération contre les grands projets inutiles et imposés. Et en recherchant du coup tous les grands projets, donc il y avait Notre-Dame-des-Landes qui était très présent à l'époque en 2012 et il y avait du coup une vidéo aussi des actions qui avaient été réalisées sur le blog de Jean-Marc Ayrault qui portait le projet. Et donc après, j'ai vu qu'il y avait quelque chose pas loin de chez moi qui s'appelle Bure, que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu à l'école, jamais entendu dans les médias. 2012 en gros, c'est ça ? C'était, oui, 2013, 2012-2013. Et du coup, je lis un petit peu le blog des opposants Bure Stop, sans être jamais allé à Bure. Et là, je vois pétition ignorée, qui demande un référendum local à 50 000 signatures, à la main, en 2006. Et du coup, très vite, moi, j'étais très attaché aussi à ces trucs de démocratie au début, beaucoup. Et du coup ça m'a interpellé et je me suis dit mais il faut faire quelque chose. Donc il y a eu des attaques aussi qui ont été faites sur le site de l'Andra, sur le site du Conseil général de la Meuse. Des attaques informatiques. Attaques informatiques, oui. Des blocages, des DDoS, c'est des attaques par déni de service. Et l'idée c'était, après il y avait une communication qui était faite avec l'Est républicain, il y avait des communiqués qui étaient envoyés pour expliquer pourquoi l'attaque était réalisée, et c'était relayé dans la presse locale. Et donc en gros on demandait un référendum local, et on arrête les attaques. Et donc ça a fait une escalade un petit peu, il y a eu un débat avec Christian Lamy à l'époque qui était président du Conseil général de la Meuse, qui répondait à travers la presse, qui disait qu'ils avaient le courage de me rencontrer, mais en même temps, une fois qu'on a fait un truc illégal, on va pas se mettre en plein jour, et on disait non mais on veut juste reporter cette voie-là que vous avez ignorée. Et donc il a dit je vais faire appel à la brigade des fraudes informatiques, c'est une brigade qui est à Paris. Et après il y a la DGSI qui s'est saisie du dossier à partir du moment où le ministère de la Défense, le site vitrine du ministère de la Défense a été attaqué après la mort de Rémi Fraisse. Et donc là après c'est 2014, c'est 2014, ça. Après la mort de Rémi Fraisse. Et donc ça en fait ça a fait que après j'ai eu ce gros procès où j'ai eu 4 mois de sursis. Il y a eu 200 personnes qui étaient venues soutenir, des gens de la lutte aussi ici. Et j'ai eu des contacts à travers l'anti-répression qui propose une solidarité militante. C'était un procès contre toi et d'autres personnes qui avaient donc participé à ces attaques informatiques. C'est ça, ouais, 2 autres personnes qui ont été arrêtées. Et d'ailleurs aussi un truc assez... Enfin moi comme j'étais pas dans le milieu militant, j'étais pas très checké sur les techniques en garde à vue. Ouais, et ils m'ont fait un peu... les conseils qu'on donne. Les conseils qu'on donne, et ils m'ont fait un peu mariner, et puis ils m'ont fait un truc assez hardcore quand même. Ils t'ont fait parler quoi en gros. Ouais, et ils m'ont dit, écoute, parce que là j'avais fait une fois une vidéo, et il y avait un rush d'un montage vidéo, où on voyait mon meilleur pote qui passait, parce que c'était sa caméra, j'avais demandé, parce que la mienne elle marchait pas. Et du coup ils m'ont imprimé les photos, on voit moi avec le fond vert, le masque Anonymous, et mon meilleur pote qui passe des fois devant. Et ils font, écoute... c'est ton meilleur pote, on sait qui c'est, on va faire un deal, tu nous donnes des informations qu'on veut savoir, ou alors on va faire chier ton pote, on va le mettre en garde à vue pour complicité d'attaque informatique. Parce que la vidéo que tu faisais, c'était la vidéo sur le barrage de Sivins, et ça a été retrouvé sur le site internet du Conseil général du Tarn. Yo, j'arrive. et du coup ça m'a fait, je voulais pas mettre mon meilleur pote dans la merde, et en gros j'ai un peu craqué et j'ai donné des informations. Après il y a l'avantage entre Anonymous, que même si on fait des actions, on dit pas qui on est, on prend pas de café entre nous, donc il y a une culture de la sécurité parce qu'on sait jamais si l'autre est un infiltré. Ce qui fait que j'ai pu seulement dire des pseudos, quel pseudo a fait ça, et ci et ça. J'ai aussi dit un peu n'importe quoi, j'ai un peu dit ce qu'ils voulaient entendre aussi. Et sur 5 pseudos sur lesquels ils voulaient avoir des trucs, il y en a un sur lequel ils avaient déjà fait un rapprochement entre le pseudo et l'identité. Parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité de la part de cette personne et elle s'est fait arrêter après. Et sur la base de mon témoignage, elle a été condamnée. Donc ça m'a mis aussi dans une position où je me sentais pas bien et c'était assez délicat. Mais après, du coup, j'ai pu rejoindre plus un peu la lutte à Bure à travers l'anti-répression. Et puis ils m'ont aidé, ils m'ont aidé aussi au niveau du soutien financier, plein de choses comme ça. Il y a un élan de solidarité. Et puis après, il y a eu toute la lutte avec le bois le jus, le mur de l'Andra, des moments extrêmement incroyables où on a pu, sur le terrain, bloquer le projet CIGEO. Et encore aujourd'hui, la forêt est toujours présente alors qu'ils avaient commencé à la couper en 2016. Donc quand même des grandes victoires visibles sur le terrain, à travers les stratégies d'occupation et de manifestation un petit peu parfois aussi sur des cadres qu'on pourrait qualifier de violents, mais qui aussi en une réponse à la violence
de comment s'installe ce projet. Et très rapidement, je voudrais juste dire, par exemple, il y avait des vigiles de l'Andra dans la forêt qui avaient exercé des violences avec des bâtons et des boucliers, et tabassaient des personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Il y a Johan qui est blessé, qui a retrouvé une marque de chaussure sur son corps à l'hôpital et qui a du coup porté plainte, et cette plainte a été ignorée par le tribunal de Bar-le-Duc. Donc en fait, classé sans suite comme beaucoup. Censuré. Et ça, c'est aussi un truc pour juste imaginer le fait qu'on dit c'est pas un procès politique, c'est un procès où on s'attache aux faits, le juge dit. Mais en fait, c'est faux parce qu'il y a une sélection des faits, et la sélection des faits, elle est politique. Quand on sélectionne certains faits et pas d'autres, Emmanuel Hans, ingénieur de l'Andra, il y a une vidéo qui a été relayée sur France 3, a jeté une bouteille d'essence sur des opposants dans le bois-le-jus. Ça, c'est très grave. Et si c'était ça qui s'était passé sur des policiers, quelqu'un qui jette une bouteille d'essence sur des policiers, vous pouvez être sûr que cette personne serait en prison pour 10 ans. Et comme c'est quelqu'un de l'Andra, il n'y a pas de problème. Donc là, on est face à une justice à deux vitesses. Et donc oui, aujourd'hui, c'est un procès qui est un acharnement, et c'est un procès de par son existence et la sélection des faits qui dénote une partialité du tribunal. Donc là, c'est vrai qu'on est au 3e jour du procès dit des malfaiteurs. Il y a eu énormément de rendez-vous judiciaires ici à Bar-le-Duc et ailleurs aussi à Nancy. Toi aussi, tu as été condamné à plusieurs trucs. Tu as fait partie un petit peu de la NAS, des personnes qui sont souvent trouvées en situation délicate. Est-ce que pour toi, ce rendez-vous de début juin 2021, c'est un aboutissement ou c'est au contraire une suite en fait ? Ouais, moi je pense que c'est une suite logique du fonctionnement répressif de ce qui s'est passé à Bure au moment où ils ont été très embêtés par rapport au bois-le-jus, au moment où ils ont pris du retard. Et ne serait-ce qu'aussi par exemple les contrôles policiers où ils mettaient des amendes si vous n'aviez pas un gilet jaune dans votre voiture, parce que c'est dans la réglementation qu'il faut avoir un gilet jaune, ou une amende parce que vous n'avez pas mis une boule de tennis ou une protection à l'arrière au niveau du pare-choc, là où il y a l'attache remorque. Donc une pelle à tarte, une personne qui a eu un procès pour port d'armes avec une pelle à tarte. Donc en fait on se retrouve avec des procès ahurissants et qui sont quand même dans une logique de volonté répressive. Donc moi ça m'étonne pas beaucoup, c'est dans la suite logique. Et c'est un petit peu les méthodes aussi pour briser les résistances et essayer de contrôler les résistances, les volontés de s'opposer. Mais justement, ça c'est évident, tout le monde explique très bien à quel point l'association de malfaiteurs comme dispositif judiciaire est un moyen de casser la lutte, de désolidariser, de désorienter ou de dissuader. Tu penses que ça a réussi ça ? Ouais, je pense que... non, pardon. Ouais. Je pense pas que ça a réussi parce que je pense que ça fait du mal parce que les personnes ne peuvent pas se voir pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans. Ça crée je pense psychologiquement c'est très très dur pour les personnes, mais ça a aussi créé un grand élan de solidarité et je pense qu'aujourd'hui finalement on a gagné beaucoup de choses, ne serait-ce que par la visibilité, le nombre de soutiens qui rejoignent. Et oui, moi par exemple aussi par rapport au procès du G20 que j'ai eu, qui est quand même un peu une particularité. Ça c'était à l'été 2017 ? Été 2017, donc il y a eu un grand rassemblement contre le sommet du G20 à Hambourg. Et donc moi j'ai été arrêté 1 an après, sur la base de vidéos essentiellement qui ont été données par des citoyens à la police. Et aussi des personnes qui me suivaient bizarrement, enfin bref. Et du coup ça a fait qu'il y a eu ce gros procès, et la particularité de ce gros procès par rapport à d'autres, et qui est aussi un petit peu dans l'association malfaiteur, c'est qu'on va plus vous condamner pour des choses que vous avez faites individuellement, mais on va vous condamner pour des choses que vous avez faites dans le cadre d'un collectif, dans le cadre d'un groupe. Et le procès là par exemple, ce qui était ahurissant, c'était en fait d'être responsable de tous les dégâts de la manifestation, tout ce qui s'est passé, même ce qui se passe après, une fois que vous avez quitté la manifestation. Ça, le procureur voulait jusque-là. La juge n'est pas allée jusque-là, mais il y a quand même eu... Donc il y avait tout un débat sur, oui, mais attendez, mais comment vous pouvez dire que cette personne soutient psychologiquement ce qui se passe ? Quelle est la limite ? Si par exemple quelqu'un a été tué, quelqu'un a été frappé, c'est dur de dire qu'on peut comme ça qualifier une personne juste parce qu'elle est dans une manifestation de tout soutenir, tout ce qui se passe autour d'elle. C'est pas... Donc ça, c'est des dérives en fait. Lorsque les États ils perdent un peu le contrôle, et il y a trop de manifestations, il y a trop de choses qui se passent. Donc c'était aussi passé à l'époque avec les lois scélérates au niveau de la lutte contre les anarchistes. On a le brassé hyper large, il y a même des intellectuels qui se sont retrouvés pour des phrases qu'ils ont dites à se retrouver dans des gros procès, à être condamnés même des fois à mort. Enfin c'était vraiment une période terrifiante. Et donc ça c'est des espèces de vagues qui reviennent. Et l'association malfaiteur tire ses racines de ces lois scélérates aussi, de cette époque de répression plus large, pas forcément sur ce qu'on veut, ce qu'on fait, mais sur ce qu'on voudrait faire ou sur les personnes avec qu'on côtoie. Et ça, c'est des choses qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer et s'y opposer. Ouais. Donc en Allemagne, tu as fait de la prison, tu as été détenu très longtemps. Et comment tu faisais pour t'informer sur la lutte à Bure ici contre CIGEO ? Tu es arrivé à avoir des nouvelles, des trucs concrets ? Oui, il y a une radio en fait, c'était assez intéressant, mais il y a une radio qui est un peu militante à Hambourg qu'on peut capter sur les ondes. Et donc elle donnait des informations tous les matins, des fois à 7h, il y avait
un petit temps, 1 heure pour les prisonniers politiques et les prisonniers dans la prison. Donc souvent il y avait ma famille qui pouvait me dire des petits mots que j'entendais à la radio, des musiques que je voulais qui pouvaient être passées, et puis des informations du coup sur les luttes en général, que ce soit à Bure, au Rojava, en Grèce, au Chili. Donc il y avait toutes ces informations qui étaient belles à entendre et intéressantes pour moi, surtout que c'était dit en français aussi, donc il y avait cet effort qui avait été donné. Pour une ville comme Hambourg, c'est plutôt cool d'avoir permis ça, ce temps en français pour que je puisse comprendre ce qui était dit à la radio. C'est une petite radio militante. Ouais. Évidemment, tu as perdu ta liberté comme tous ceux qui sont en prison, mais donc tu n'as pas pu participer à plein de trucs ici. Non. Et comment tu as rattrapé le temps perdu quoi? Je pense qu'on malheureusement on ne rattrape pas le temps perdu. Et moi j'ai quand même perdu beaucoup de choses aussi. Beaucoup de relations. Parce que y a un espace-temps que vous ne connaissez pas, qui continue. Et le monde continue et les choses continuent à se passer. Donc il y a des personnes qui ne supportent pas ça et qui du coup c'est difficile pour ces personnes d'être avec vous. Et du coup ça a créé plein de problèmes pour moi au niveau relationnel avec des personnes. Beaucoup de tristesse, ça c'était assez dur, mais sinon aussi ne serait-ce que de saisir ce qui se passe. Il y a eu les gilets jaunes en fait au moment où mon procès a commencé, j'étais en prison, il y a eu tous les gilets jaunes, donc c'était assez impressionnant parce que même jusqu'en Allemagne on en parlait tous les samedis et c'était incroyable parce que par exemple nous on nous reprochait là dans cette manifestation qui était de la rue Elbchaussee, la rue la plus bourgeoise de Hambourg, avec des villas, 1 million d'euros de dégâts pour quelques quinzaines de minutes de manifestation, donc pour vous dire comment c'était assez impressionnant. Et du coup il y avait ces images qui tournaient en boucle à la télé de voitures de riches qui brûlaient ou les villas qui étaient un petit peu dégradées, et ça tournait en boucle. C'est vraiment une image de criminalisation. Le procureur voulait aller jusqu'à dire que c'est un groupe paramilitaire, finalement que la juge a bien démonté. Et donc c'était assez drôle de voir tous les samedis des choses qui se passent en France, les manifestations ouf, aussi par exemple des grosses barricades et tout ça. Et je trouvais que ça banalisait un petit peu cette espèce de gros truc qu'on voulait me répéter pendant 70 journées d'audience auxquelles j'avais même pas vraiment participé parce qu'ils n'ont aucune preuve que moi j'ai effectivement participé à brûler des choses ou quoi que ce soit. Donc en fait c'était un peu... Mais en attendant moi je vais pas non plus me désolidariser d'une certaine manière parce que c'est en fait une expression différente et les personnes peuvent l'expliquer et l'exprimer si j'ai envie de l'expliquer. Mais moi je peux pas répondre aux actes d'autres personnes en fait. Et donc c'est toute la subtilité et c'est un moyen aussi qui est utilisé pour diviser les luttes. C'est que moi je pense souvent que ce qui fait la réussite d'une lutte c'est son unité et le fait qu'on arrive à avoir une grande diversité dans les stratégies et d'essayer bien entendu plein d'autres choses avant, mais si ces autres choses ne marchent pas, essayez d'autres choses. Et moi j'ai aussi participé au G20 à des sittings, j'ai vu son efficacité qui était assez limitée, notamment d'ailleurs très rapidement je voudrais juste dire ça aussi, il y avait des médias à un moment donné qui filmaient le sitting, on était une centaine et ça avait duré 30 minutes, ils nous prenaient très délicatement parce que c'était filmé. 1 heure après on se retrouve à un autre endroit spontanément à 200-300 personnes, encore plus nombreux, on se met assis, on s'attache ensemble et là les flics ils arrivent, ils tabassent les gens, ils donnent des coups de poing. Il y a une personne à côté de moi qui avait un œil au beurre noir, c'était hardcore, en 30 secondes c'était fini parce que les gens couraient, ils étaient terrifiés. Donc en fait c'est aussi la limite de l'action non violente et cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, c'est que lorsque la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité prend fin. Pour moi la résistance passive non violente n'était pas un principe moral mais une stratégie. Il n'y a aucune bonté morale à utiliser une stratégie inefficace. Donc en fait c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce qui est efficace. Et si on arrive avec la lutte non violente à être efficace, c'est génial, on le fait. Mais si on n'arrive pas à le faire, il faut laisser la place à d'autres choses aussi. Et très rapidement aussi, désolé. Non, par exemple, lors de l'expulsion du bois le jus, on va dire oui, mais attendez, c'est des personnes violentes dans la forêt qui sont sur des barricades, tout ça, très très bien. Mais en attendant, si vous aussi vous voulez défendre ce bois le jus et vous voulez l'aider à ce qu'il se fasse pas, mais que vous êtes sur des stratégies non violentes, il n'y a pas de problème, vous l'organisez. Et vous l'organisez, par exemple, il y a une route d'accès, 1 kilomètre à l'avant du bois, il n'y a personne qui est là. Avec votre groupe non violent, vous venez à 200-300 personnes, vous vous asseyez le matin où ils veulent venir expulser, et puis ça prendra du temps, peut-être même vous allez réussir, et toutes les personnes dans la forêt qui n'auront pas eu besoin de cramer des barricades et d'aller plus loin dans la confrontation seront très heureuses d'apprendre que vous avez réussi. Mais par contre de venir dans la forêt au moment où ils sont en train de tout détruire, de tout péter, et que là en fait vous dites arrêtez d'être violent, non, on essaie juste de faire ce qu'on peut encore essayer de sauver. Et donc c'est important d'essayer d'avoir cette temporalité peut-être au niveau de l'action violente, d'essayer de s'organiser en amont pour avoir cette efficacité. Et c'est ce qui s'est passé à la ZAD de la Colline lors de son expulsion en Suisse sur une carrière de pierre.
Là, ils sont venus, les policiers, et il y a eu Extinction Rébellion qui a pu faire son sitting bien à l'avant. Après, il y a eu des organisations non violentes qui ont fait leur sitting encore plus loin. Chaque personne a pu faire sa stratégie, ça a fait marcher, ça a fait perdre 4 heures à peu près. Et après, en dernier recours, il y a eu là les confrontations plus directes sur les barricades. Et c'était bien d'avoir cette temporalité, cet espacement, plutôt que cette espèce de chose ridicule qui se passe souvent dans les milieux militants, où on va s'entre-déchirer parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière de faire. Bien entendu, on a des manières diverses de faire. Il faut arriver à en fait les accorder ensemble et pas rester bloqué sur des principes moraux. Et Martin Luther King, par exemple, ce qu'il disait quand les journalistes lui demandaient de se désolidariser des émeutes violentes dans les banlieues noires, des personnes racisées, il disait « les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas ». C'était ça, la réponse qu'il a donnée aux journalistes. Donc en fait, ça serait aussi bien si on arrivait à entendre ce genre de choses de la part d'organismes plus non violents qui ont des objectifs politiques semblables par rapport à la lutte contre le CGO, plutôt que des désolidarisations et ce genre de choses qui arment le pouvoir finalement et le légitiment dans sa répression. Et toi t'as évolué là-dessus sur justement sur ces différentes stratégies. T'avais, je sais pas, tout à l'heure t'as dit t'as débarqué un peu là-dedans, sachant pas trop comment prendre à part quel bout quoi. Mais toi aussi t'as évolué? Bah, en fait, moi, pour chaque situation, j'essaye de voir ce qui pourrait être fait. Et je vais pas avoir une méthode. Je vais pas me dire, bon, maintenant j'avais essayé ces choses-là avant, ça marche pas. J'aime bien les réessayer, dans la mesure du possible, s'il y a des personnes motivées. Et bien entendu, après, moi, au G20, il y a eu des moments où, en fait, la violence policière était tellement hardcore que des journalistes qui se faisaient péter, d'autres personnes. Une grand-mère aussi qui s'était pris un canon à eau, j'avais halluciné. Donc en fait, il y a eu des moments où je suis parti aussi sur d'autres, où j'ai rejoint des groupes, pas des groupes, mais des personnes spontanément qui s'organisaient pour. Il y avait des jets de pierre, des banderoles, des barricades. Donc ça, je l'ai fait aussi en Bourges, c'est pour ça que j'ai été condamné aussi en partie pour des jets de pierre et de projectiles sur les forces de l'ordre, sans avoir pu les atteindre. J'ai pas réussi à les atteindre. Mais quand même, donc j'ai fait 1 an et 4 mois ferme, qui est quand même une peine exceptionnellement lourde. Et c'est pas fini parce que j'étais condamné à 3 ans ferme. Et j'ai fait appel, donc ça fait une suspension Normalement, je dois faire les 2 tiers de la peine, donc je dois faire en gros 2 ans ferme. Et le procureur demande 4 ans et 9 mois ferme. Donc ça va venir, ça va être en décembre. Sachant que j'ai maintenant 8 mois ferme en France pour les procès Anonymous et un procès sur les grilles de Landra aussi, qui est aussi très intéressant d'ailleurs. Enfin bref, il y a une brochure qui s'appelle « Sachez que je n'attends rien de votre institution » qui retranscrit ce qui s'est passé dans ce tribunal. Et qui explique en fait la stratégie de rupture aussi que j'ai voulu mettre en place en revendiquant l'acte, c'est-à-dire que je vais pas m'innocenter ou faire de l'innocentisme, mais dire en effet oui, en fait c'est à un moment donné, il y a plein d'autres choses qui ont été essayées dans cette lutte à Bure, il y a des pétitions, il y a des grosses manifestations par le passé, ça fait 20 ans qu'il y a des luttes, et en fait à un moment donné on arrive face à ce projet qui continue à avancer, donc oui il faut s'y opposer de manière diverse, variée, et réfléchir à d'autres méthodes et pas rester bloqué dans des principes, des dogmes. Bon, moi j'ai plus de questions, mais tu as encore un truc à dire parce que là c'est vrai on attend encore Oui, les réquisitions, c'était ce matin. Bon, je pense qu'on n'aura pas la décision aujourd'hui, mais vas-y, je te laisse la parole. En tout cas, je pense que quelles que soient les réquisitions et surtout si elles sont lourdes et que si des personnes subissent la répression, ça je suis persuadé qu'il y aura un élan de solidarité très fort et qu'il y aura une réponse de la part des militants. Et par exemple, ne serait-ce que pour prendre l'exemple par exemple de la manifestation qu'il y a eu à Bar-le-Duc qui avait été très critiqué, dire oui ça va être n'importe quoi. En juin 2018, un truc comme ça. Juin 2018. Bon, celle-ci elle était du coup en réaction avec ce qui s'était passé dans le Bois-le-Jus, donc on peut un peu comprendre aussi pourquoi il y avait de l'énervement et les choses d'ailleurs qui ont été prises pour cible plus ou moins sans vouloir. Moi d'ailleurs j'étais pas présent à ce moment-là, mais c'était quand même des banques, des structures en liaison avec Landra. Je crois que c'était des entreprises qui travaillaient avec Landra. Et en tout cas, là ce qui s'était passé à cette manifestation là, récemment il y a 2 jours, il y avait un peu vraiment ce truc où il s'est rien passé en fait, il n'y a pas eu de dégradation ou quoi que ce soit. Il y avait aussi un peu ce truc de montrer qu'en fait on attend un peu maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez dire? Et on n'est pas juste là tout le temps dans ces méthodes-là. On peut aussi être divers. On est sur différentes stratégies, mais on saura répondre si encore une fois il y a des choses qui se passent. Et donc ça, faut bien le comprendre. En fait, c'est la lutte à Bure, c'est une réaction à ce que Landra est en train de faire. C'est pas un truc qui n'est nulle part et qui apparaît et qui fait n'importe quoi. Tout est réfléchi, tout est très bien pensé et tout est politique. Donc en fait c'est des réactions à la répression et à ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Il faut s'y opposer, il faut avoir le courage de s'y opposer. Et il faut pas... parce que c'est une lutte qui a besoin de se faire et les méthodes qu'ils utilisent, ne serait-ce que les 60 millions d'euros chaque année qui sont donnés dans les départements de Meuse et Haute-Marne pour acheter les consciences, le déni de démocratie avec le référendum qui est pas accepté, et la dangerosité qui est avérée d'enfouissement avec
avec des différents exemples aux États-Unis où ça avait fui. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, on le sait, mais ils continuent à avancer dans l'ombre de l'opacité. Ils laissent des vigiles être complètement, qui sont des anciens d'ailleurs de la Légion étrangère, hein. Il y a eu des recherches sur ces vigiles, donc c'est probablement qu'ils ont été d'ailleurs aussi déployés dans l'Afrique, en Afrique ou dans des territoires peut-être aussi nucléarisés, avec des méthodes, et eux ils n'hésitent pas à utiliser la violence, donc il y a vraiment une sorte de mafia, et c'était ouf de voir les vigiles et les gendarmes ensemble dans le bois, quoi. Ils faisaient des formations ensemble, c'est vraiment waouh, là c'est le niveau... Donc là, on pourrait dire l'association de malfaiteurs par exemple, parce qu'il y a là clairement en plus une organisation commune, ils font les mêmes choses, ils tapent sur les personnes, c'est hallucinant. Ah oui, juste un truc pour finir. Le premier jour, il y avait une espèce de reconstitution de faux procès ou de vrais procès contre CIGEO, et toi, tu as joué un rôle là-dedans? Ouais, moi j'ai fait le procureur, c'était assez drôle de pouvoir le faire, parce que j'ai souvent entendu des procureurs parler. Et puis en fait, ce qui moi cette espèce de ce que j'ai dit au début, de justice à deux vitesses, où en fait, là je prends un autre exemple, par exemple Nicolas Sarkozy qui a été condamné à 3 ans de prison aussi, ou Carlos Ghosn qui s'était échappé dans une malle de contrebasse. En fait ça c'est typiquement aussi les exemples et qui dansent quand il sort. Balkany, voilà. Balkany, ouais. Enfin tous ces exemples là qui montrent en fait, moi j'ai aussi 3 ans, mais moi j'ai déjà fait 1 an et 4 mois ferme, je vais encore devoir en faire. Et ces personnes là en fait ils continuent à se balader juste parce qu'ils sont riches, juste parce qu'ils sont d'une classe différente que la mienne. Et donc ouais, moi c'était un peu ça avec le procès de CIGEO, c'était mettre en lumière d'autres faits, mettre en lumière que la plainte sur les vigiles de l'Andra n'a pas été sélectionnée par le procureur, donc c'est une sélection politique des faits, donc on est face à un procès politique, et qu'il y a plein d'autres problèmes dans ce projet CIGEO, il y a plein, ne serait-ce que sur la géothermie, ce qui s'est passé dans le bois le jus, sur le risque au niveau des déchets, au niveau de l'incendie, au niveau des déchets, tout ça c'est des choses qui mériteraient en fait qu'il y ait un énorme procès, et qu'on soit pas dans une opacité, et donc c'était intéressant de pouvoir renverser un petit peu. Toi tu es donc procureur, tu requérais contre le projet. Voilà, c'est ça. Ouais. L'abandon du projet et que c'était clairement qu'il était coupable. Donc c'était assez intéressant. C'était kiffant, j'imagine aussi. Ouais. François, quoi. Ouais, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça a été, je sais pas si tu sais, ça a été sauvegardé en entier. Bien sûr. Trop bien. Résistance et sabotage, Andra des gueules. Résistance et sabotage.